Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre intemporel, j'ai nommé La peste d'Albert Camus. Paru en 1947, le livre d'Albert Camus ouvre un nouveau cycle dans l'œuvre camusienne, j'ai nommé le cycle de la révolte. Dès sa sortie en 1947, La peste connaît un franc succès, un succès en France, mais partout ailleurs dans le monde entier, il est traduit, repris, édité et surtout étudié par les philosophes de différentes branches. Il faut savoir aussi, les glandeurs, que La peste est le troisième livre le plus vendu chez les éditions Gallimard, après L'étranger du même auteur et Le Petit Prince. 10 ans après la parution de La peste d'Albert Camus, l'auteur se voit décerner le prix Nobel. Bien sûr, Camus a eu le prix Nobel grâce à son œuvre qui est assez conséquente. Mais La peste a joué un rôle décisif parce que la philosophie de Camus a réellement changé. On est plus maintenant au niveau d'une philosophie active qu'une philosophie passive telle que nous l'avons déjà vu dans L'étranger de Camus. Et grâce au prix Nobel de 1957, le nom de Camus, l'œuvre de Camus est pérennisée à vie. Et aujourd'hui, les glandeurs, on va parler de ce livre quand même anthologique, mythique, ce livre clé de la littérature française du XXe siècle. Et surtout, nous allons parler de la révolte, de l'absurde, un peu de tout. Et comme toujours, restez avec moi, vous allez être épatés. Mais alors, les glandeurs, de quoi est-il question dans La peste d'Albert Camus? Est-ce un roman, un essai, une allégorie ou bien tout ceci à la fois? Avant de répondre à ces questions, les glandeurs, un petit résumé s'impose afin de présenter cette histoire qui est synonyme d'angoisse, de peur et de suspense. L'histoire du livre se déroule à Oran durant les années 40. Une ville comme les autres avec une mer qui s'étend à l'horizon, un front de mer animé et une société ancrée dans ses habitudes. Voilà Oran, brossée telle qu'elle est brossée par Albert Camus durant le début de l'histoire. Au bout de quelques chapitres, vers la fin de la première partie, la vie des Oranais est entièrement chamboulée par un fléau qui vient s'abattre sur eux. Les premières victimes furent les rats qui viennent par dizaines sortir dans les rues pour mourir sous le soleil ardent de l'été. Au fur et à mesure de l'été, la bacille de la peste se propage et contamine les êtres humains. C'est à ce moment-là que la ville entre dans le chaos. L'ennemi est nommé dès le début de l'histoire. Il est tapi dans l'ombre, prêt à atteindre sa cible. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde passe et trépasse. Il ne fait aucune sélection et ne lésine pas sur les moyens. Maintenant, en parallèle, il nous faut un héros qui va se tenir debout contre ce fléau, contre cette maladie. Se nomme Bernard Rieux, un docteur d'une quarantaine, dont la vie est assez simple, est assez calme. Il n'a pas de grande ambition. Il est marié avec une femme dont l'état de santé est assez fragile. Il est le premier à se dresser contre la peste et s'engage personnellement à guérir le plus de monde possible. Ainsi, nous avons d'un côté la peste qui envenime la situation, qui terrasse les êtres humains, les citoyens d'Oran. Et d'un autre côté, nous avons le docteur Rieux, Bernard Rieux, qui essaye par tous les moyens de sauver le plus de monde possible. Les jours défilent, l'hiver arrive, et avec lui le froid. Des légendes disaient que le froid éliminait la peste et toute forme de maladie. Il n'en est rien. Le bilan augmente. Il frôle les 1000 décès par jour. C'est le moment où la peste atteint son sommet. Chiffre record qui fait penser et réfléchir les citoyens. Maintenant, il ne s'agit plus d'une simple maladie. C'est un fléau qui est là pour détruire l'humanité. La peste a imposé son diktat ex cathedra à Oran, poussant les administrations à instaurer l'état de siège. Et vous savez, l'état de siège, ce qu'il en est, ce qu'il en résulte, des restrictions, plein de restrictions. Les humains vont être enfermés dans une cage, n'ayant plus la possibilité de sortir d'Oran. Et qui dit état de siège dit
résistance. Et cette résistance va être menée par le docteur Rieu, Bernard Rieu, qui va orchestrer une forme de résistance pour contrecarrer les plans de la peste. Il réunira des personnages hétérogènes. Tarou, un personnage dilettante qui est venu passer les vacances à Oran et s'est retrouvé malgré lui emporté par le flux des événements. Rambert, un journaliste de la métropole qui est arrivé en Algérie, à Oran, pour mener une enquête sur la qualité de vie des autochtones. Cottard, un personnage suicidaire dont le passé est assez flou. Joseph Grand, un fonctionnaire qui travaille à la mairie, dont la vie est austère et aspire à devenir écrivain. Et enfin, le personnage, ou un des personnages clés centrales, c'est le père Panilux, prêtre de la ville d'Oran, celui qui va mener des prêches durant cette période compliquée et qui va lui aussi participer à la résistance et défendre l'humain. Tous ces personnages légendaires vont participer à la révolte et vont s'unir pour défendre Oran, pour défendre les hommes, pour défendre tout simplement la vie. Le temps n'est plus à l'absurdité de la vie, où les êtres observent passivement leur monde s'écrouler. Non, nous sommes au temps de la révolte. Dans ce résumé légendaire, nous avons rencontré plusieurs mots-clés sur lesquels j'aimerais m'y attarder afin de mieux comprendre cette histoire qui, somme toute, est assez banale. Une ville comme les autres, un fléau ou un danger qui vient s'abattre sur cette ville et des personnages réfractaires. Rien d'extraordinaire, sauf qu'à partir de la lecture de ces mots-clés, la compréhension de ces mots-clés vont nous permettre de mener ou de procéder à une lecture profonde du texte camusien. C'est parti. Les minutes qui vont suivre comportent des passages, ainsi que d'éléments clés qui pourront gâcher ou spoiler votre lecture de la peste. Si vous ne l'avez pas encore terminé, nous vous invitons à terminer votre lecture, puis de continuer la vidéo. La peste, c'est l'absurde, c'est la révolte ou un peu des deux? Très bonne question. Pour répondre à ceci, les glandeurs, il nous apparaît judicieux de définir ce qu'est l'absurde, notion philosophique par excellence. Si on regarde le livre ou le dossier du livre Les glandeurs, nous avons cette définition de l'absurde. Ce sentiment qui surgit quand on s'aperçoit que l'environnement que l'on croit solide, immuable, peut s'écrouler comme un simple décor. Voici la définition donnée de l'absurde. Je vais vous donner une autre définition qui se trouve dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus et qui dit que l'absurde, ce sentiment d'absurde naît chez l'être qui se pose des questions, qui fait appel à la vie, qui pose des questions à la vie, qui cherche à trouver un sens à la vie, mais se trouve face au mutisme de la vie. Ainsi, l'absurde est provoqué par le silence de la vie qui n'arrive pas ou qui ne veut pas donner un sens à l'être. Et puisque l'être ne trouve plus aucune signification ou aucun sens à la vie, il se trouve emporté ou plongé dans ce que nous appelons l'absurde. Mais si vous voulez mieux comprendre cette notion clé de l'œuvre camusienne et de la philosophie de Camus, je vous invite les glandeurs à aller regarder ma vidéo sur l'étranger d'Albert Camus. Je vous la laisse ici. Ce livre traite énormément de l'absurde en tant que notion philosophique. Et bien sûr, dans cette vidéo, j'essaie d'expliquer cette notion. Mais bien sûr, je vous invite aussi à aller lire le mythe de Sisyphe qui est l'essai philosophique par excellence en matière d'absurde. Bien sûr, ce monde-là, où ces deux livres appartiennent au cycle de l'absurde, le premier cycle entamé par Albert Camus. Le sentiment d'absurdité, oui, les glandeurs, est présent durant le début du livre La Peste. Quoique La Peste ne soit pas une partie intégrante du cycle de l'absurde qui, pour rappel, les comporte Caligula et le malentendu, l'étranger et le mythe de Sisyphe, celui-ci, c'est-à-dire La Peste, fait un rappel de ce qui a été traité, de ce qui a été dit dans le cycle précédent qui est le cycle de l'absurde pour ouvrir un nouveau cycle qui est celui de la révolte. La révolte, c'est ce sentiment qui naît chez chacun de nous
lorsqu'il est confronté à l'injustice. La nôtre est la peste. Pour Camus, il n'y a aucune échappatoire pour l'humain pris dans l'absurde. Il ne peut pas échapper à l'absurde. L'humain, celui qui se pose bien sûr des questions sur la vie, sur son être, sera tôt ou tard confronté à l'absurdité de la vie. Toutefois, il y a un moyen d'éviter, non pas d'éviter, un moyen de rendre la pesanteur de l'absurdité de la vie moins pesante sur l'être. Et cette solution se nomme la révolte. Et pour se délester de ce poids de l'absurdité, il doit se révolter et sa révolte passe ou aboutit à l'entraide. L'auteur résume parfaitement cette idée dans son essai philosophique, son deuxième essai philosophique, L'homme révolté, où il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». C'est en se révoltant les glandeurs que l'être humain se rend compte qu'il partage avec d'autres êtres humains, avec d'autres consciences, cette absurdité. Et que si il se révolte, il pourra rendre la vie moins pénible, moins douloureuse à l'être humain. Toutefois, je vous arrête là. Je vois chez certains qui vont commencer à dire que Albert Camus est existentialiste. Non, les glandeurs. Albert Camus n'est pas un existentialiste, je vous le dis là, et on arrête. Tout simplement, Albert Camus ne cherche pas un sens à la vie. Il ne veut pas donner un sens à la vie à partir de nos actes, à partir de nos choix. Pour lui, il n'y a pas de sens à la vie, sauf que la révolte permettra de rendre tout simplement la vie humaine moins pénible, moins douloureuse. Ainsi, il faut se battre contre l'injustice pour rendre la vie moins pénible, moins douloureuse et éradiquer l'injustice. Voilà le but de Camus. Sauf que pour lui, il faut le garder en tête, il n'y a pas de but. Et cette idée, les glandeurs, pigmente tous les personnages de la peste d'Albert Camus. Le docteur Rieu incarne à la perfection l'homme révolté selon Camus. Et en parallèle, nous avons d'autres formes de révolte qui sont incarnées par les autres personnages du livre. Et nous allons nous intéresser à ces personnages qui portent un regard croisé sur la peste. D'abord, nous avons le docteur Rieu, personnage central, clé. C'est un personnage pragmatique. Il ne s'illusionne pas. Pour lui, il n'y a pas de sens à cette maladie. Il désire seulement sauver le plus de monde possible. On peut dire, les glandeurs, qu'il est le premier personnage à être frappé par l'absurdité de la vie et à s'être éveillé à la révolte. Et nous observons cela à la fin de la première partie. Le docteur Rieu dit dans le livre: cette histoire est stupide, je sais bien, mais elle nous concerne tous. Il faut la prendre comme elle est. Il sait que tergiverser ne fera qu'aggraver la situation. Il prend les devants et orchestre une résistance. Bien sûr, lorsque je dis résistance, les glandeurs, c'est-à-dire de soigner, de trouver un antidote contre la peste. Le deuxième personnage, c'est Tarou, un étranger qui est venu passer l'été à Oran et s'est retrouvé pris dans le flux de l'histoire. Il est enfermé à Oran avec cette peste. Lui qui aimait danser, se baigner à la mer et passer ses soirées dans les bars, se trouve à aider le docteur Rieu et être son chauffeur. Il va le suivre partout et rencontrer la dure réalité, la vie des pestiférés. Il incarne l'athée vertueux et veut mourir en tant que saint. Et ce qu'il déteste le plus, c'est de voir les gens mourir. Et dans la page 255, les glandeurs, Tarou dit: j'ai décidé de refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir. La mort des hommes leur répugne. Mais nous retrouvons, les glandeurs, en filigrane la pensée de Camus par rapport à la peine de mort et la guillotine. Il fera paraître quelques années plus tard un court texte
ses réflexions sur la peine de mort avec Arthur Koestler, où il défend l'idée de ne plus utiliser la guillotine et surtout de ne plus appliquer la peine de mort. Troisième personnage clé Leglander, c'est le prêtre Panilux. Prêtre, religion, il va jouer un rôle très important. Il incarne le côté religieux de cette maladie. Il aura un regard religieux sur cette maladie et verra en la peste un châtiment divin. Pour lui, c'est Dieu qui punit les Oranais pour leurs péchés, turpitudes et autres ignominies. Il demande à son auditoire de prendre la chose de manière stoïque. Par contre, il participera vers la fin du livre, durant la seconde moitié du livre, à la résistance et aidera le docteur Rieu à combattre cette peste. La religion se met au service de la raison, de la science, pour sauver l'humanité. Troisième personnage, c'est Cottard. Un personnage qui voulait, avant la peste, se suicider, car il avait peur des sentences judiciaires et de son passé assez flou. Il participera à la résistance, sauf que, en parallèle, il va collaborer avec cette peste, c'est-à-dire il va l'utiliser pour s'enrichir. Ainsi, en temps de résistance, Cottard choisit les deux camps pour exister et pour survivre. Il en tire un avantage pécunier et surtout décide fermement que l'époque de la peste se prolonge encore. Et le dernier personnage sur lequel j'aimerais m'attarder Leglander, et c'est un petit peu le plus important de ces personnages-là, c'est Rambert. Rambert qui vient de la métropole, qui n'a rien à voir avec Oran, rien à voir avec l'Algérie. Il vient à Oran pour enquêter sur la qualité de vie des autochtones. C'est un journaliste. Sa femme, sa compagne l'attend à Paris. Il y a le déchirement, il y a l'exil qui le touche. Et là, il se retrouve enfermé à Oran durant l'état de siège. Il planifie une évasion qui échoue à chaque fois. Au début, il ne veut pas participer à la résistance car selon lui, il ne fait pas partie de cette ville. À la page 92, il dit qu'il n'avait pas de rapport avec Oran, que ce n'était pas son affaire d'y rester, qu'il se trouvait là par accident et qu'il était juste qu'on lui permit de s'en aller. Il renchérit avec « Je suis étranger à cette ville ». Pourtant, il finira par adhérer à la révolte, par adhérer à la résistance lorsqu'il fera face à l'injustice de la peste. Il verra des centaines de morts. Il verra de ses propres yeux ce qu'est vraiment la vie et ce qu'est vraiment la mort. Ainsi, Rambert passe d'un étranger parmi tant d'autres, un étranger qui veut que son monde reste ferme, reste sur place, inchangé, inviolable. Puis, il se meut en un homme révolté qui veut défendre l'humanité, qui veut défendre son prochain. Les personnages témoignent de leur vision ou de leur ressenti face à l'écroulement de leur monde. Ils ressentent cet écroulement et tentent d'y remédier pour certains, d'y faire face pour d'autres, d'y échapper pour quelques-uns. Quant aux Oranais, ils abandonnent leurs habitudes pour découvrir la vie en se recroquevillant dans la solitude. La ville d'Oran-les-Glandeurs ne fut jamais touchée par la peste durant le XXe siècle. Ceci est une pure fiction, une fiction qui a un caractère réel. Et c'est ce qui nous intéresse. Car quelques années avant l'apparition du livre Les Glandeurs, la France, l'Europe, étaient en état de siège ou faisaient face à une forme d'injustice, à une forme de fléau. Et c'est le nazisme. Ce mouvement qui plongea le monde dans une forme d'exil, dans une forme de solitude, se rapproche nettement
de la peste. Et bien sûr, certains, comme Cottard, ont collaboré, d'autres, comme Rieu, ont tout simplement résisté à cette injustice. Allégorie, pas tout à fait. Nous pourrons dire que c'est une analogie à l'époque, au contexte historique des années 40. Cependant, lire le roman comme une allégorie à la Seconde Guerre mondiale peut dénaturer cette œuvre qui se veut universelle et intemporelle. Il ne s'agit pas seulement du nazisme ou de la guerre dont fait Camus référence dans son livre, mais de toutes les formes d'injustice passées ou futures qui toucheront l'humain. Par son livre, Camus appelle à l'éveil, appelle à la résistance, appelle à l'entraide. Il veut sortir ce jeu et le confronter à l'injustice pour que ce jeu devienne nous. Je me révolte, donc nous sommes. Si le jeu se cantonne à rester individuel, il ne connaîtra jamais la paix, il ne connaîtra jamais la quiétude. Nous avons besoin de la révolte. Bien sûr, une révolte mesurée, une révolte contre l'injustice, non pas une révolte déchaînée, hystérique, une révolte qui apportera un plus et qui sauvera, qui préservera l'humanité. Voici le message d'Albert Camus lorsqu'il rédige La Peste, lorsqu'il rédigera quelques années plus tard L'homme révolté, et ainsi former son cycle de la révolte. Et là, les glandeurs, on ne peut pas parler d'injustice sans parler de la guerre d'Algérie, sans parler du contexte historique de l'Algérie durant les années 40-50, où les mouvements nationalistes ont commencé à germer et à prendre une certaine ampleur dans le débat politique français. Les autochtones ont commencé à militer pour une liberté, pour l'autodétermination et pour un État souverain qui n'est plus soumis à la France. Longtemps après l'apparition de ce livre, les détracteurs de Camus ont souligné le mutisme de Camus face aux événements de l'Algérie. Pourquoi ne parle-t-il pas de l'injustice en Algérie? Pourquoi ne condamne-t-il pas les affres de la colonisation? Pourquoi autant de mutisme face à cette injustice? S'il est vrai, les glandeurs, que Camus ne s'est jamais prononcé sur la question de la colonisation en Algérie, il ne s'est jamais prononcé pour l'indépendance réelle de l'Algérie, il a consacré deux passages sur les autochtones dans ce livre La Peste. Le premier passage, très rapide, très léger, où deux ou quelques personnages parlent d'un meurtre qui s'est déroulé dans une plage à Alger. Petite référence à l'étranger du Mamouteur. Les autochtones vont parler de ce fait d'un regard extérieur. Ils vont condamner le français qui a tué bien sûr l'arabe. Deuxième texte, deuxième scène, c'est Rambert. Rambert qui incarne un regard extérieur à la communauté algérienne, à la communauté Algérie française. Il vient pour voir comment les autochtones sont décrits, comment les autochtones vivent dans les bidonvilles. Et il est mentionné qu'ils vivent dans des bidonvilles. Bien sûr, pas directement, mais on le comprend rapidement. Et par la suite, les dégâts ou les affres ou les conséquences de la peste frappent d'abord les autochtones, ceux qui vivent à l'extérieur, aux limitrophes du centre-ville. Ils sont les premiers à être frappés par la peste. Bien sûr, ce n'est pas assez, dirons-nous. Je vous l'accorde. Et voilà pourquoi je voudrais parler ou traiter cette question de Camus, l'Algérie, l'indépendance, l'injustice française en Afrique et surtout en Algérie, dans une autre vidéo où on essaiera de débattre sur cette question qui est quand même assez sensible, assez vague et surtout qui est chargée d'histoire, qui est chargée de
haine, de rancune et surtout beaucoup de médisance et de calomnie envers Albert Camus. Nous arrivons à la fin de la vidéo, les glandeurs. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura répondu à vos attentes et à vos questionnements par rapport à l'absurde, par rapport à la révolte, par rapport au cycle de la révolte et au cycle de l'absurde, et surtout par rapport à l'histoire même de la peste, de ses enjeux, de ses thématiques, de ses personnages, et surtout de sa référence au contexte historique de cette époque. N'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu La peste d'Albert Camus, quel est votre avis sur ce texte et votre avis sur la philosophie de Camus. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Je suis partout. Chaque fois, j'essaie de mettre un contenu différent. Prenez soin de vous. Je vous laisse enfin avec un dernier passage qui m'a réellement plu de La peste d'Albert Camus, qui démontre en quelque sorte l'idée ou l'idéologie défendue par Albert Camus. Prenez soin de vous, que la patience soit avec vous. À plus. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n'est pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais, et en vérité ce n'est pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, et c'est ce qu'on appelle vertu ou vice. Le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance, qui croit tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. L'âme du meurtrier est aveugle, et il n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour, sans toute la clairvoyance possible.